C'est bon, c'est lisible. C'est parfait, Massata. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'éducation ouverte. C'est la grande semaine depuis lundi. Ça commence à être fatigant pour les organisateurs, c'est-à-dire, je salue Lucie Grasset de l'Université de Nantes, chez UNESCO Aurelia, Jules Tchèque Fanoé du Cameroun, de Yaoundé, qui est professeur de mathématiques, et Najwa, qui nous rejoint toujours finalement de l'ESSECT, où elle est didacticienne des mathématiques. Donc merci à vous tous. Moi là, je sors d'une conférence qui était organisée par l'UNESCO sur l'intelligence artificielle et la blockchain, qui est mon autre activité. Sinon, je m'appelle Perrine de Coëtlogon. Je travaille à l'Université de Lille sur les questions de l'éducation ouverte et de l'identité numérique. Je vous remercie d'être là. Je suis enchantée d'accueillir Massata Ndiaye, qui travaille depuis déjà plusieurs années à l'Université virtuelle du Sénégal. Elle va nous parler de son activité, des dernières actualités. Je suis vraiment très très heureuse de la recevoir et de lui donner la parole pour sa présentation que j'ai hâte de découvrir. Massata. Oui. Merci pour l'invitation et puis merci aux différents organisateurs. Bonjour, chers participantes, chers participants. Je vais vous présenter, comme Perrine l'a les activités que nous avons fait sur les ressources éducatives libres au niveau de l'Université virtuelle du Sénégal. Elle a changé de nom. Maintenant, c'est l'Université numérique Hamidou Kane, qui a été créée en 2000. L'année passée, nous avons Pardon, célébré. Massata, c'est un tout petit peu haché en fait. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu fais avec le micro ou pas. Mais sinon, on continue comme ça, on arrive quand même à comprendre. Mais je voulais le signaler au cas où il y a une petite action à entreprendre. À mon niveau, il y a des échos, en fait. Je sais pas. C'est quand même compréhensible, hein, mais c'est un petit peu entrecoupé. Je voulais juste vérifier qu'il n'y avait pas, je sais pas, un doigt Ok. Merci. Vas-y, continue. Merci. Donc, je continue. L'Université virtuelle du Sénégal, qui est devenue l'UNCH. Voici quelques chiffres pour vous présenter l'université. Aujourd'hui, nous avons 57 parcours de formation en licence, master et des formations aussi. Nous avons ce qu'on appelle les Zénons, espaces numériques ouverts. Ce sont des numériques installés dans 14 régions du Sénégal, étudiants des enseignements essentiels. Je vous rappeler que nous sommes dans un dispositif de formation équilibre avec à peu près 45% des enseignements déroulés en ligne à travers une plateforme et les 25% sont effectués au niveau de ces espaces numériques ouverts. 10 promotions sont sorties jusque-là. Vous avez ici les chiffres qui concernent le nombre d'étudiants. La banque d'enseignants associés avec qui nous travaillons, qui ne sont pas juste au Sénégal, hein, mais dans la diaspora, en France, au Canada, en Afrique. Et puis, notre modèle pédagogique s'appuie beaucoup sur les tuteurs qui accompagnent les étudiants au niveau des plateformes de formation. Donc, vous pouvez voir ici, nous avons une base de données de 1500 des moniteurs. Le personnel, nous sommes 30
parce que ce sont des responsables de formation qui travaillent en étroite collaboration avec les enseignants associés et les tuteurs. Voilà quelques de l'université. Je m'en vais maintenant vous présenter l'objet du webinaire. En termes de ressources éducatives, ici je marque ressources éducatives, j'insiste pas sur le terme. Tous les cours de c'est numérique sont digitalisés. Voilà, même les enseignements qui sont effectués en présence. Euh, Ces cours sont accessibles dans les plateformes de formation de l'UE, mais les plateformes ne sont pas ouvertes. Seuls les utilisateurs de l'université peuvent accéder aux ressources éducatives qui ont été conçues par les enseignants associés et les enseignants permanents. Donc, seuls les étudiants, les tuteurs, euh, les enseignants, le personnel administratif accèdent à ces ressources à travers leur compte de THK. Ensuite, il y a eu tout un processus qu'on a traversé en termes de conception de ressources éducatives. Alors, je disais que l'université a été créée en 2013 et en 2000, les cours qui ont été conçus, les droits sont détenus par le concepteur de cours. Donc, ils conçoivent le cours, nous les mettons dans les plateformes de formation de l'université, mais nous n'avons pas les droits. Chaque année, nous payons des droits d'utilisation des cours au concepteur. À partir de 2019, on va vers une libération des droits d'auteur. Maintenant, les droits sont détenus par l'université. Donc, vous imaginez ici que ça devient encore plus cher pour l'institut. Et jusqu'à maintenant, c'est le cas. Lorsqu'on crée une nouvelle formation, en fait, nous faisons un appel à la candidature de concepteurs de cours. Les concepteurs de cours de l'université vont concevoir les cours qui sont dans le cahier de charge. Et maintenant, le package de cours qui a été appartient maintenant à l'université. On peut l'utiliser dans d'autres formations. Et comme nous sommes dans une mission de service public, l'université est une université publique. Si à long terme, on voudrait ces cours dans d'autres universités sénégalaises par des conventions de partenariat, ce serait possible maintenant. Pourquoi je explique? Parce que lors de la 19, on n'était pas sur le point de détenir les droits de cours. Les droits étaient toujours détenus par les conseils. Cela a entraîné beaucoup de problèmes parce qu'au début, tout le Sénégal pensait que l'université va ouvrir une plateforme de formation à tous les étudiants, mais on ne pouvait pas le faire parce que les droits n'étaient pas au point entre l'université et les concepteurs de cours. Mais maintenant, si une telle situation se présente, on pourra toutes les ressources de l'université et puis en faire un usage. Je vais parler de la scénarisation du cours parce que c'est là qu'on utilise le paquet qui est par, par le concepteur dans chaque séquence d'apprentissage.
il y a le support qui est conçu par l'enseignant associé, mais euh, il y a une obligation d'intégrer des ressources complémentaires à travers la bibliothèque numérique ou à travers de l'université numérique de France ou bien d'autres bases de données avec qui nous avons signé des conventions de partenariat. Le travail est en train de jouer sur les REL. Depuis 2021, nous avons intégré le groupe de travail créé par l'Université publique, CPE et SCO. C'est un groupe de travail francophone en place pour mettre en fait la recommandation de l'UNESCO sur les REL. Et depuis 2021, notre université est très active dans ce groupe de travail, dans la mesure où voici quelques actions que nous avons menées. Il y avait un sur les ressources éducatives libres de la Nouvelle-Zélande. Ce cours a été traduit en français avec l'université numérique. Et c'est ce cours-là que nous faisons aujourd'hui au niveau de la plateforme de l'UVS afin de former et de sensibiliser les ministères de l'éducation nationale en Afrique, mais aussi les collègues enseignants sur l'utilisation des ressources éducatives libres. Voici les cours. Il y a une version longue sur les ressources éducatives libres et une version éducative. L'objectif reste c'est de former l'ensemble des cibles que je viens de dire tout de suite sur ce que c'est une ressource éducative libre, comment on peut l'utiliser dans le système éducatif universitaire actuellement, quels sont les enjeux pour nos institutions. J'ai oublié de le dire, la conception de cours coûte excessivement cher pour nos institutions. On hésite même à créer de nouveaux programmes à cause de la cherté de la conception du cours. Donc, si aujourd'hui on réussit et vraiment la sensibilisation et la formation sur les enjeux d'éducation ouverte et d'utilisation des REL au niveau de nos collègues, euh, ça va nous gagner en ressources financières au niveau de nos institutions. Et puis, le principal objectif, comme vous le savez maintenant, c'est l'amélioration de la qualité des enseignements et des apprentissages. Voilà quelques éléments que je voulais partager avec vous dans cette éducation sur les activités que nous avons menées à l'Université numérique du Sénégal. Désolée pour la qualité de l'écoute. Voilà, mais merci. on a réussi à comprendre quand même et ça nous a obligés de nous concentrer un peu plus, ce qui est toujours excellent. Donc bravo pour tout le travail accompli et spontanément, ce qui me vient, c'est à quel moment ça s'est mis à coûter cher? Est-ce que c'était jusqu'en 2019, ça allait encore? Et est-ce que vous avez racheté les droits des enseignants? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, au début, ça coûtait cher parce que c'est la construction de cours qui était la plus excessive au niveau du budget de création d'une nouvelle formation. Mais lorsque nous avons
discuté avec les associés. Ils nous ont dit que les droits quand même et l'utiliser pendant plusieurs années. Il faudrait que le coût augmente. Voilà, on n'avait pas le choix. Donc, le coût va augmenter de moitié par rapport à l'île. Ouais. Voilà, ce qui coûte vraiment. Et vous J'ai avez une été créé question. pour... Vas-y, pardon. Oui, merci de me passer la parole, Perrine, merci. J'aimerais savoir, professeur, les cours qui avaient été produits par les enseignants avant avant la période jusqu'en 2019, là, ces cours-là, est-ce qu'ils avaient fait l'objet d'une validation préalable par un comité? Et après, après, j'aimerais savoir, pardon? Oui, ça c'était la première question. Et puis, j'aimerais savoir, l'université virtuelle du Sénégal, est-ce qu'elle est ouverte à tout le monde ou alors ce n'est que euh, des personnes résidant au Sénégal qui peuvent y adhérer? Bien sûr, je parle dans tous les aspects, que ce soit l'aspect étudiant, l'aspect enseignant, l'aspect tuteur. Donc, j'aimerais en savoir plus, professeur. Merci. Merci pour la question. Je vais commencer par la dernière. Oui, l'université, nous avons des étudiants pour Afrique même, actuellement, qui sont inscrits au niveau de l'université. Donc, je tiens à préciser que les examens, tout ce qui est évaluation d'apprentissage, sont effectués en présentiel. Donc, dans les régions où nous avons des étudiants inscrits, nous avons toujours un campus, une école qui reçoit les étudiants lors des examens. Pour la validation, le processus de validation reste le même entre 2013 jusqu'à maintenant. Nous avons un manuel de procédure pour valider le contenu de cours à travers les cellules pédagogiques, les ça va au conseil académique de 2020. Donc, on tient vraiment à ce que le cours soit de qualité avant d'être déployé au niveau des plateformes Moodle. Okay. Vous avez eu un rôle particulier parce que on a eu un journaliste de RFI lundi qui nous disait que c'était particulièrement dur au Sénégal cette année et que l'université Cheikh Anta Diop avait été énormément fermée. Est-ce que ça a eu des conséquences sur le nombre d'inscrits? Alors, au Sénégal, le système d'orientation est national. C'est à travers la plateforme nationale que les étudiants effectuent leur choix et puis ils sont orientés dans les universités. Tous les étudiants ont le droit d'accéder à l'université au Sénégal. Donc, ça n'a pas réduit le nombre d'inscrits. Mais, il faut souligner qu'il y a eu un retard pour le début des enseignants. Notre université n'a pas été impactée par les crises politiques, comme c'est le cas dans l'UQAD et dans d'autres universités. Il y a eu une continuité éducative. Cependant, il est arrivé que certains jours, la connexion Internet est limitée à cause des limitations. Donc, vous pouvez imaginer que ces jours-là, l'université ne fonctionne pas lorsque les jeunes sont limités au niveau du territoire sénégalais. Oui. Oui, bien sûr. Alors, j'avais une autre question, c'est pas?
Professeur, j'aimerais savoir comment s'est effectuée la transition présentielle-distancielle? Parce qu'avant 2019, les enseignants des universités sénégalaises faisaient des cours en présentiel. Comment est-ce que vous avez réussi le pari de faire en sorte que ces enseignants-là puissent assurer des enseignements à distance? Comment vous avez eu à mettre ça en œuvre? Est-ce qu'il y a eu des formations particulières? Est-ce qu'il y a eu des séminaires? Je ne sais pas. Comment vous avez pu réussir à... Comment vous avez réussi ce pari-là? J'aimerais savoir, merci. Alors, bon, je pourrais parler de notre université n'a pas eu de problème, mais pour les universités en présentiel, vous devez au niveau de l'enseignement en ligne. Ce qu'elles ont fait, c'est nous-mêmes, l'université numérique, qui avait accompagné les universités en présentiel à former des enseignants. Donc, il y avait un ensemble de sessions de renforcement de capacité des enseignants sur comment faire les cours en ligne. Au Sénégal, dans toutes les universités, il y a un institut de formation à distance. Voilà. Et c'est l'institut de formation à distance qui gère tout ce qui est plateforme et aussi renforcement de la capacité des enseignants. Donc, il a fallu accélérer le processus, voilà, pour assurer la continuité éducative. Mais cependant, il faudra souligner que c'était de l'enseignement à distance entre guillemets, comme ce qui se passe dans les autres universités, des visioconférences qu'on utilise pour faire des classes virtuelles. Il n'y avait pas a priori des cours qui sont scénarisés avec des normalités comme ce que nous avons au niveau de nos plateformes. Les autres universités ont basculé rapidement. Donc, vous comprendrez que ce sont des banques de PDF que les participants ont utilisés pour assurer la éducative en apport avec les classes virtuelles. Je vois des questions dans le chat. Est-ce que les enseignants ont accès à un espace de travail spécifique pour produire des REL? Est-ce que ça me semble très ambitieux comme question? Alors, où est la question? Il y a un onglet qui s'appelle questions. Oui. Ah. Actuellement, nous n'avons pas produit de REL. C'est ce que j'ai C'est dans ça. la présentation. On est en train de libérer les droits des cours que nous avons au niveau de la plateforme. Et à l'instant, les ressources éducatives que nous avons, les droits sont détenus par l'université. Jusqu'à présent, pour ces contenus, on ne peut pas parler parce que c'est pas ouvert. C'est utilisable tout simplement par les utilisateurs qui ont un compte dans notre institution. Oui, tout à fait. On l'avait compris pendant la présentation. Je pense que Najwa est tellement enthousiaste sur les REL qu'on aimerait tous avoir des plateformes collaboratives dans lesquelles des REL se forment avec des enseignants très motivés qui connaissent aussi les règles de l'édition, parce qu'il n'y a pas que donner un cours, il faut savoir le rédiger, l'illustrer avec déjà des ressources éducatives libres. Voilà, donc moi je comprends que ça soit fermé. C'est souvent le cas dans les Open University, dans les universités ouvertes. On dit ouvert, mais en fait c'est parce que quand même ça donne accès d'une nouvelle façon à l'éducation, et donc c'est plus ouvert qu'avant quand il fallait se déplacer. Mais ça ne veut pas dire toujours que les contenus sont en licence libre.
Voilà, c'est quand même, il faut donner cette précision. L'ICDE, c'est l'International Council for Open and Distance Education, et c'est comme ça depuis 70 ans. C'était déjà l'éducation verte parce que on y avait accès avec du papier et des enveloppes envoyées à distance. Je pense que voilà, c'était une nouvelle modalité d'accès en fait. Au début open. Et bon, on espère tous qu'on va aller jusqu'à la libération des contenus qui permettent de les réutiliser, de les apprendre plus facilement. Et puis on sait bien que plus les personnes qui ont envie d'apprendre trouvent ces ressources, plus elles regardent qui sont les auteurs, où est la source, et elles viendront s'inscrire par la suite à l'université pour mettre de l'ordre dans leurs connaissances et être certifiées dans leurs connaissances et leurs compétences. Donc moi, je salue le travail remarquable. C'est vrai, je n'avais pas suivi le changement de nom. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la personne qui est célébrée avec ce nouveau nom UNCHK? Tu as dit le nom, mais je ne l'ai pas retenu. Ah, Ah oui, Cheikh Hamidou Khan, pardon, c'est marqué en dessous. Qui était Cheikh Hamidou Khan? c'est un écrivain sénégalais. Son roman le plus célèbre, c'est L'aventure ambiguë. Et Il est venu au Sénégal et on voulait lui rendre hommage à travers cette université. La plupart des universités sénégalaises portent un nom. La dernière en date, c'était le 6 mars. C'est le campus franco-sénégalais d'ailleurs, qui porte désormais le nom de Rose Diane, qui est la première femme polytechnicienne euh, au Sénégal. Il y a une question, je ne sais pas. J'avais une question, Perrine. vas-y, vas-y. OK. Professeur, j'aimerais savoir, à l'Université virtuelle du Sénégal, comment se font les évaluations? J'aimerais savoir comment se font clairement les évaluations. Est-ce que c'est fait en présentiel? Est-ce que c'est hybride? Est-ce que c'est totalement à distance? J'aimerais savoir comment est-ce que les étudiants sont évalués pour les contrôles continus, pour les, les, les examens certificatifs et autres. Merci. Alors, merci pour la question. Elle est très pertinente parce que l'évaluation, je me dis que toutes les méthodes sont en train de mettre en place, c'est dans le cadre d'action. On serait inventé tout le temps. Alors, je voudrais l'université aujourd'hui compte plus de 60. Les évaluations sont effectuées de facto en présentiel. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore des outils assez sophistiqués pour garantir la sécurité des évaluations en ligne. Sûrement, vous connaissez certains outils. Imaginez le 2 € par étudiant. Faites le calcul. Pour chaque évaluation, chaque cours, c'est des millions en fait, en CFA. Donc, nous avons tous les examens. On les organise en présentiel. Cependant, il y a une formation formative au niveau des plateformes de formation, des quiz qui sont présentés et qui font partie de la note finale. On n'organise pas le contrôle continu en présentiel, sinon on a passé toute l'année à organiser des évaluations campus 1. Il n'y a pas assez. On n'a que 17 campus actuellement. Donc, c'est hybride. Pour les évaluations formatives, c'est en ligne à travers des quiz qui sont notés et pris en compte dans la note finale. Et les examens sont organisés
en présence. Donc, je disais tout à l'heure que les étudiants qui ne sont pas au Sénégal, on est obligé de signer des conventions de partenariat avec des écoles ou même des ambassades. Ils vont là-bas pour faire les examens. Ouais. Si vous avez une nous sommes preneurs, mais qui ne coûte pas cher et qui garantit l'équité. Super. Non, on n'a pas de meilleure solution. Il y a pas de- Je vais pas dire Ouais, oui, la c'est- blockchain, tout ça, Ah pas- oui, c'est un gros problème en fait, l'évaluation. Ouais. La question, euh, je pense que j'ai déjà répondu. Oui, on a des étudiants à l'étranger. Oui, l'université est ouverte à tous les apprenants. Hein. Après, oui, on, on gère l'équivalence de diplôme à travers le dossier que nous demandons aux étudiants, euh, qui est composé de l'attestation ou bien du diplôme, le relevé et surtout le supplément au diplôme qui est obligatoire pour pouvoir faire l'équivalence entre les unités d'enseignement et l'enseignement consultatif de la formation. Ok, voilà, ben, vous avez vu la dernière question, c'est parfait. Moi, j'ai appris beaucoup. Je me demandais, je sais que au moment où je me suis inscrite pour aller voir les ressources éducatives libres, c'est innovant en fait d'avoir des ressources éducatives libres. C'est un nouveau processus et ça n'est pas facile. Euh, j'ai envie juste de citer des initiatives. Enfin, je pense à une initiative qu'on n'a pas du tout invitée cette semaine, mais un jour on le fera, qui est vraiment sur des Moodle locaux qui permettent d'installer des ressources éducatives libres justement et de donner accès avec Ed for Free. Mais j'imagine que vous les avez déjà rencontrés. Et en tout cas, ça reste quelque chose qui est peut-être bien adapté, mais c'est compliqué quand on représente l'Université virtuelle du Sénégal d'être à ce niveau-là en fait d'exigence par rapport au nombre de personnes formées et effectivement avec des contraintes budgétaires très importantes, quoi. Donc je salue la performance, voilà, entre l'équilibre entre les nouveautés techniques liées à l'ouverture, tout le travail réalisé sur les droits d'auteur qui vous permettent aujourd'hui au moins d'être propriétaire des cours, et puis l'avenir qui est quand même ouvert grâce à tout ce travail et qui va peut-être permettre à plus de personnes d'avoir accès aux cours même hors ligne et hors parcours certifié. Ouais. Voilà. Est-ce que Lucie, tu avais une question avec ton point de vue encore un peu novice? Alors Lucie est arrivée au mois de juillet à la chaire UNESCO Relia de Nantes. Elle a beaucoup appris déjà depuis le mois de juillet, mais je pense qu'elle découvre l'Université virtuelle du Sénégal. Est-ce que Oui. ça t'évoque quelque chose? Est-ce que tu as envie de poser une question? Ben, merci. Je voulais remercier déjà Ndiye Massata de nous parler de cette initiative au Sénégal. En effet, enfin, ça fait presque plus de 6 mois là que je m'intéresse à ce qu'est l'éducation ouverte et les ressources éducatives libres. Et je me posais la question dans quelle mesure vous étiez en lien avec d'autres universités virtuelles au-delà du Sénégal. Je dirais, est-ce qu'il y a un réseau d'universités virtuelles, soit de pays voisins ou d'autres initiatives qui font que vous arrivez à travailler en réseau, ou voilà, c'était ma question de savoir, est-ce qu'il y a un réseau d'universités virtuelles africaines actuellement qui se crée et où voilà, c'est une première initiative qui va peut-être faire éclore d'autres initiatives au niveau C'est un local. peu plus qu'une initiative, Lucie, parce Oui, enfin, que je veux ça dire, fait oui, c'est déjà ça. 10 ans. Donc pour moi, on n'est plus du tout dans l'initiative. Maintenant,
quand on reste innovant, même au bout de 10 ans, il faut Oui, toujours, bien sûr. Je toujours vois être bien. renouvelé, il y a toujours des conditions, etc. Mais là, on est quand même dans le projet institutionnel sénégalais. Mais je vois bien Est-ce qu'il y en a d'autres? Je veux dire, est-ce qu'il y a un Très autre bonne question. réseau d'universités numériques? Oui, bien sûr que 10 ans, on peut dire que c'est plus une initiative, c'est déjà bien installé. Ma question, c'était de savoir si ça avait, si ça, ce type d'université numérique, voilà, vous avez d'autres liens au niveau du continent africain ou autre. Enfin, voilà, c'était ma question. Très bonne question. En 2023, il y a le réseau des universités virtuelles africaines qui a été créé avec l'appui de l'Agence universitaire de la francophonie. Mhm. Il s'agit de centre université, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Gabon et le Tchad. Oui. Aujourd'hui, c'est l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire qui assure la présidence. Et la première activité qui a été organisée en 2023, nous avons organisé le colloque Africa Digital euh, qui sera organisé chaque année au niveau de la première, c'était à Dakar. C'est un colloque qui a pour objectif de démocratiser tout ce qui est enseignement et apprentissage en ligne, les activités qui sont menées par les universités actuelles, et puis booster le système EdTech au niveau de nos pays. D'accord. Ce réseau a pour objectif d'ailleurs la mutualisation des ressources éducatives. Aujourd'hui, on applique la recommandation sur les règles de l'UNESCO qui préconisent D'accord. toutes les ressources conçues avec un fonds public devraient être ouvertes. Ah, d'accord. Dans ce réseau, ce sont des universités. Donc, il y a un objectif de mutualisation et de partage de ressources qui est visé à travers ce programme. Très bien. Et on y travaille. D'ailleurs, ça a été un succès. Le cours de renforcement de capacité sur les RL, il y a eu beaucoup de participants, euh, des, euh, des membres du réseau des universités. Et puis, sûrement en 2024, nous allons concrétiser toutes les actions que nous avons listées autour des ressources éducatives libres. D'accord. Formidable. Merci. Je vous en prie. Najwa, est-ce que tu as posé des questions? Mais donc, tu vois, c'est la Oui, question des ressources éducatives libres, Najwa, elle se joue pas trop dans les plateformes. Elle se joue d'abord dans la tête des gens, dans la capacité à collaborer. Et une fois qu'on a collaboré, qu'on a créé les contenus, bah, il faut les envoyer dans des enveloppes virtuelles, sur les plateformes ou comme autrefois. Tu peux pas, enfin, voilà, la collaboration, elle se joue un peu en amont, je dirais. Les plateformes collaboratives, tout est possible, mais tout est possible aussi pour se réunir à plusieurs, savoir mettre son nom, savoir mettre la licence, c'est la licence de droit d'auteur, et accepter de se dire bon bah tant pis, je gagnerai pas, je me suis donné ce mal-là, mais ça va pas devenir un livre non plus, donc j'accepte de la partager gratuitement. C'est quand même tout un état d'esprit qui n'est pas du tout acquis aujourd'hui. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres questions, Najwa? Oui, oui. Je vous remercie pour cet exposé de ce que vous en êtes actuellement dans le ressources éducatif libre au Sénégal. Ah là là, le son est coupé, je ne sais pas si vous m'entendez.
Si, on t'entend. Moi, je t'entends bien en tout cas. Ah, ça a coupé. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Bon, donc ma question est, est-ce que vous avez mis des critères pour la production de gel? Et est-ce que vous avez fixé des formats précis? Ou bien est-ce ouvert? Non, c'est pas ouvert aujourd'hui. Massata l'a dit. Tel que c'est conçu aujourd'hui, déjà, il y a une reprise en main des ressources. C'est ça, hein, Massata? Oui, c'est C'est ouvert dans le sens ouvert, ils font les ressources comme ils veulent. Il n'y a pas de critères, il n'y a pas de format précis. Oui. Donc, C'est dans ce sens. les cours qui sont fermés ont-ils des critères de qualité? C'est ça? Comment ils sont élaborés? En fait, bon, voilà, j'explique encore plus. Par exemple, un format PDF, pour moi, c'est très difficile de le remixer. Alors qu'un format H5P, c'est possible. Donc, est-ce qu'il y a des critères pour favoriser le remixage? Alors, je peux parler de la scénarisation de nos ressources. Puis, les détermine que le service de cours doit avoir des ressources qui sont disponibles à la fois en mode online et offline. Euh, nous utilisons les outils et surtout 5P pour pouvoir concevoir des ressources. Donc, bien évidemment, celui qui a un compte avec des organisations dédiées au niveau des plateformes de formation pourrait remédier, adapter. Aujourd'hui, nous avons les droits, les cours que nous avons et que nous avons achetés chez les constructeurs de cours peuvent être réadaptés, mais toujours dans le circuit de l'UVS. Mais c'est pas encore ouvert aux autres institutions sénégalaises ou dans le monde. Mais en interne, oui, le format favorise la modification et l'adaptation. Est-ce que vous avez déjà, dans vos collaborations avec l'université numérique, pu échanger ou réutiliser des ressources existantes qui avaient été produites par des enseignants dans un autre contexte? Est-ce que ça a été possible ou trop compliqué? Les ressources de l'université numérique, nous les utilisons comme ressources complémentaires à la scénarisation des cours. Et comme nous travaillons ensemble avec l'université numérique, donc ça ne pose aucun problème. Après, le constructeur de cours est obligé, dans le modèle de scénarisation que nous proposons, de faire le lien avec des ressources complémentaires. Et nous leur proposons un ensemble de bases de données, dont les ressources de l'université numérique, surtout les ressources de UNIT, sont beaucoup utilisées dans nos formations en sciences et technologies. Ok, super. Oui, je comprends. En complément de cours, c'est poussé. Et puis voilà, les étudiants font ce qu'ils veulent, mais c'est pas le cours officiel. Très bien. Eh ben, Jules, un dernier mot avant de se quitter, parce qu'on va aller retrouver Philippe Petitqueux et moi je vais parler des liens entre les diplômes, les open badges et l'éducation ouverte. Donc il va falloir qu'on se quitte bientôt. Jules, est-ce que tu avais une dernière question? Oui, merci, Perrine. J'aimerais d'abord remercier déjà le professeur Massata pour sa présence. J'aimerais savoir, professeur, est-ce que dans vos stratégies à l'université virtuelle du Sénégal, parce qu'on voit une université virtuelle, on voit vraiment ouverture. J'aimerais savoir si, à moyen ou à long terme, vous pourriez faire peut-être des MOOC, des SPOOC ou des FOAT à l'intention d'un public plus large, parce que actuellement, si le cadre semble encore un peu fermé. Merci. C'est déjà le cas. Hein? Depuis 2016, nous avons une plateforme dans nos activités de service à la communauté. Au Sénégal, l'université
a 3 missions principales. C'est la formation, la recherche et le service à la communauté. Et dans le cadre du service à la communauté, nous avons mis en place une plateforme avec des cours qui sont complètement ouverts à tous les participants qui sont inscrits au niveau de la formation. D'ailleurs, les cours que j'ai présentés sur les ressources éducatives libres, les 2 versions sont ouvertes. Donc, vous pouvez vous inscrire et puis obtenir votre badge ou bien votre certificat. Eh ben, merci beaucoup vraiment pour ces clarifications, cette présentation. Je vois qu'on est plus nombreux qu'en début de en début de scénario, pas très nombreux, mais c'est pas grave, c'est souvent regardé en replay, ça reste, on est là, on est identifié. Il n'y a pas que le moment où on communique lors d'un tel événement, c'est qu'on reste sur une plateforme et ça permet, j'espère, d'autres projets et de futures collaborations. Merci encore à tous, aux organisateurs, mais surtout au professeur Massata Ndiaye. Merci. Merci. Merci à vous. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bye. Droite.